quand ma femme m'a remis les papiers du divorce, elle a renoncé à ses droits sur ma collection du garage, sans valeur, sans savoir qu'elle valait 7,5 millions de dollars. Elliot Grave avait 44 ans et jusqu'au mardi soir où sa femme a fait glisser les papiers du divorce sur la table de la cuisine, il croyait être dans un mariage. Claudette avait tout planifié. La maison, les comptes en banque, le rachat de l'entreprise qu'il avait créée à partir de rien. Elle lui avait même fait la faveur de renoncer à toute prétention sur ce qu'elle appelait sa collection de vieilleries. 12 ans de bric-à-brac de garage, a-t-elle dit à son avocat, ça ne vaut pas la peine de l'expertiser. Elliot l'a regardé signer les papiers avec la confiance tranquille d'une femme qui croyait avoir déjà gagné. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle n'avait jamais pris la peine de découvrir, c'est que le garage qu'elle avait passé 12 ans à mépriser abritait une collection méticuleusement organisée, évaluée à 7,5 millions de dollars. Elle les lui a tendus avec un sourire compatissant et Elliot les a acceptés sans un mot, car Elliot Grave était le genre d'homme qui ne montrait jamais son jeu avant que le moment ne soit parfaitement choisi, et ce moment approchait. Avant que nous ne plongions dans l'histoire, commentez d'où dans le monde vous regardez et abonnez-vous, car l'histoire de demain est une histoire que vous devez entendre. La lumière matinale filtrait à travers l'unique fenêtre du garage, projetant de longues ombres sur des étagères qui s'élevaient du sol au plafond. Elliot Grave se déplaçait à pas délibérés dans les allées étroites qu'il avait créées entre sa collection soigneusement organisée. L'odeur de cèdre et de papier d'archives emplissait l'air. Un parfum qui le ramenait toujours au samedi matin avec son père à la décharge de Shreveport. Ses doigts ont tracé le dos d'un carnet relié en cuir, bien usé mais méticuleusement entretenu. En l'ouvrant, il a commencé son rituel d'inventaire hebdomadaire. D'abord, la première édition scellée de Amazing Fantasy, numéro 15, dans son étui de protection. Il l'avait trouvée au fond d'un lot de boîtes lors d'une vente de succession, enfouie sous des romans d'amour endommagés par l'eau. La veuve âgée qui vendait les livres de son défunt mari voulait juste s'en débarrasser. « Êtes-vous sûr de vouloir toutes ces vieilleries » avait-elle demandé à l'époque. Elliot a souri à ce souvenir en faisant une petite annotation sur l'état de la bande dessinée. La voix de son père, Robert, résonnait dans son esprit. Le monde entier est rempli de gens qui ne voient pas au-delà de la surface. Ce n'est pas leur faute, mon fils. C'est ton avantage. Passant à l'étagère suivante, il a déballé une paire de croquis d'Ernie Barnes de leur toile d'archivage. 60$ lors de la vente de succession d'une veuve en deuil. Elle avait pensé que ce n'était que de vieux dessins. Il a documenté leur état avec la même précision tranquille qu'il apportait à tout. Une Rolex Daytona vintage brillait sous la lumière fluorescente alors qu'il l'examinait. Il l'avait repérée dans une boîte de bijoux fantaisie lors d'une vente aux enchères pour faillite, mélangée à des perles en plastique et des chaînes cassées. Le commissaire-priseur ne l'avait pas regardé à deux fois. Elliot, si. La première édition signée de Beloved de Toni Morrison reposait dans son propre étui de protection. Vente de charité de l'église, 2$, enfouie sous une pile de romans d'amour de poche. Il l'avait reconnu immédiatement, mais son visage n'avait pas changé. Son père lui avait appris cela aussi. Ne leur laisse jamais voir ce que tu as trouvé avant de l'avoir déjà acheté. Le bruit de talons chers sur le béton a interrompu son inventaire. Claudette est apparue dans l'embrasure de la porte, robe de soie nouée lâchement, tasse de café à la main, un café qu'elle n'avait fait que pour elle-même, comme d'habitude. Elle s'est appuyée contre le cadre, sans tout à fait entrer dans ce qu'elle considérait comme son espace de désordre. « Ma sœur vient le week-end prochain », a-t-elle dit, sa voix portant cette note familière d'irritation contrôlée. Cette situation de garage doit vraiment être réglée, Elliot. Il a levé les yeux de son carnet, observant les détails, son nouveau parfum, le 3e changement en 2 mois. Son téléphone serré dans son autre main, tourné à l'opposé. Toujours à l'opposé dernièrement. La façon dont elle n'arrivait pas tout à fait à croiser son regard. Le garage est organisé, a-t-il dit doucement. Le chaos organisé reste le chaos. Elle a siroté son café, inspectant les étagères avec un mépris à peine voilé. Nous en avons parlé. Non, pensa-t-il. Nous n'avons pas parlé. Tu as déclaré et j'ai écouté. Le silence s'est étiré entre eux, lourd de mots non dits. Son téléphone a vibré. Elle y a jeté un coup d'œil et quelque chose dans son expression a changé. Subtil. Mais Elliot l'a remarqué. Il remarquait tout. Pense si juste, a-t-elle dit, se détournant déjà, vérifiant déjà son message. Elle n'a pas attendu sa réponse.
La porte s'est refermée derrière elle avec un léger déclic. Elliot est resté immobile un instant, laissant le calme familier de son sanctuaire s'installer de nouveau autour de lui. Il pouvait entendre ses talons sur le carrelage de la cuisine au-dessus, s'éloignant. Retournant à son carnet, il a continué son inventaire avec le même soin méthodique, chaque article documenté, chaque état noté, chaque histoire d'acquisition mémorisée. La pression du ménage pesait sur lui, des mois de dîners silencieux, de téléphones posés face contre table, de conversations qui n'avaient jamais vraiment eu lieu. Il a pris une nouvelle page dans son carnet. En haut, de son écriture précise, il a écrit un seul mot, observation. Puis il est retourné à son inventaire, parcourant sa collection avec la patience d'un homme qui avait appris il y a longtemps que les choses les plus précieuses se cachent souvent à la vue de tous. Les leçons de son père l'enveloppaient comme un manteau familier. Observe tout. Ne réagis à rien. Attends le bon moment. La lumière du matin a changé, projetant de nouvelles ombres sur ses étagères de trésors. Des trésors que lui seul pouvait voir. La lumière de la cuisine projetait une lueur fluorescente crue sur la table en bois poli où Claudette était assise, sa posture parfaite, les mains enroulées autour d'une tasse de café qui avait refroidi depuis longtemps. Elliot a remarqué ces détails en franchissant la porte, encore dans ses vêtements de travail, l'odeur d'huile de machine et de métal s'accrochant à lui malgré son nettoyage de fin de journée. Elle avait attendu. La scène semblait mise en scène, la chaise vide en face d'elle, les papiers face cachés à côté de sa tasse, la manière soignée dont elle s'était positionnée sous la lumière. Même sa tenue semblait choisie pour le moment, la blouse couleur crème qu'elle portait aux réunions importantes, des boucles d'oreilles en perles captant la lumière. « Assieds-toi, Elliot, a-t-elle dit, sa voix contrôlée. Nous devons parler. Il a examiné la pièce avec la même attention tranquille qu'il apportait à tout, les papiers, sa posture rigide, la façon dont ses doigts se resserraient autour de la tasse. Se déplaçant à pas lents, il a tiré la chaise et s'est assis. J'ai beaucoup réfléchi, a commencé Claudette, ses mots portant le vernis lisse de la répétition. À nous, à où nous en sommes et où nous allons. Elle a fait une pause, l'observant avec des yeux attentifs. Je pense que nous savons tous les deux que les choses ne vont pas bien depuis un certain temps. Elliot est resté assis, immobile, laissant le silence remplir l'espace entre eux. Le bourdonnement du réfrigérateur semblait inhabituellement fort. Nous avons évolué dans des directions différentes, a-t-elle poursuivi, sa voix prenant une douceur étudiée. Nous voulons des choses différentes. Je pense, elle a redressé les papiers sans les retourner, je pense que nous méritons tous les deux plus que ce que c'est devenu. Elle a parlé de réflexion, de respect mutuel, de faire des ruptures nettes tant qu'il pouvait encore être civilisé. Chaque mot sortait mesuré, raisonnable, enveloppé dans le langage des livres de développement personnel et des séances de thérapie, mais ses yeux continuaient de dériver vers son téléphone, face cachée à côté de la tasse de café. Finalement, elle a retourné les papiers. Des papiers de divorce déjà rédigés, des onglets adhésifs marquant les lignes de signature. Mon avocat a tout réglé, a-t-elle dit en les faisant glisser sur la table. Je pense que vous trouverez cela très juste. La maison et les comptes joints me seront transférés. Et il y a un chiffre de rachat raisonnable pour votre part de l'entreprise. Elliot a pris les papiers, lisant lentement. Leur entreprise de CVC constituée il y a 8 ans quand les choses allaient bien, quand Claudette demandait encore comment s'était passée sa journée et le pensait. La maison qu'ils avaient choisie ensemble à l'époque où ensemble signifiait quelque chose de différent. Ses yeux ont parcouru la liste détaillée jusqu'à ce qu'il atteigne une ligne près du bas, collection d'effets personnels, renonciation. Garde la collection, Elliot, a dit Claudette. Et il y avait quelque chose de presque généreux dans sa voix. Dieu sait que tu l'aimes plus que toute autre chose dans cette maison. Les mots étaient destinés à piquer, mais ils ont atterri différemment de ce qu'elle avait prévu. 12 ans. Et elle n'avait jamais demandé une seule fois ce qu'il y avait dans ces paquets soigneusement emballés. Jamais demandé pourquoi il tenait des registres si détaillés. Jamais demandé pourquoi Victor Azante, l'un des experts les plus respectés de la ville, passait prendre un café tous les quelques mois. Le silence s'était tiré entre eux, rompu seulement par le léger tapotement de l'ongle de Claudette contre sa tasse de café. Y a-t-il quelqu'un d'autre? A demandé doucement Elliot, levant les yeux des papiers pour croiser son regard. Elle a soutenu son regard fermement. Non, je pense juste que nous avons fini. Il a étudié son visage de la même manière qu'il étudiait les acquisitions potentielles, cherchant les signes qui séparent l'authentique du contrefait.
Elle avait toujours pensé que sa patience était de la passivité. Elle n'avait jamais compris que la patience était la façon dont il avait construit tout ce qui avait de la valeur dans sa vie. « Je vais faire examiner cela par mon avocat », a-t-il dit, sa voix calme et mesurée. Il a rassemblé les papiers sans se presser, les a pliés avec précision et s'est levé. Claudette l'a regardé, quelque chose vacillant sur son visage. De la déception peut-être, face à son manque de réaction. « C'est tout pour l'instant », a-t-il dit simplement, et il est sorti de la cuisine. Plus tard cette nuit-là, seul dans le garage, Elliot était assis dans le vieux fauteuil de son père. Il s'est accordé 1 heure, ni plus, ni moins, pour ressentir tout le poids de ce qui se terminait. Un vrai chagrin, privé et honnête, pour le mariage auquel il avait cru et la femme qu'il pensait connaître. Quand l'heure fut écoulée, il a séché ses yeux, redressé ses épaules et a pris son carnet d'inventaire. Avec la même écriture précise qu'il avait utilisée pour documenter chaque acquisition, chaque découverte, chaque trésor caché que d'autres avaient négligé, il a ouvert une nouvelle page et a commencé à écrire. Le garage était silencieux, à l'exception du grattement de son stylo sur le papier. Au-dessus de lui, il pouvait entendre les pas de Claudette se déplaçant dans leur chambre, bientôt sa chambre. Elle était probablement déjà en train de la redécorer dans son esprit. Le soleil du matin filtrait à travers les fenêtres du garage, projetant de longues ombres sur des étagères garnies de trésors soigneusement emballés. Elliot était assis à son établi, téléphone à la main, passant 2 appels qui allaient tout mettre en mouvement. Bureau de Phyllis Drummond. Une voix sèche a répondu. Ici Elliot Grave. Je dois prendre rendez-vous avec Phyllis. Sa voix était stable, mesurée. La secrétaire a proposé un créneau plus tard dans l'après-midi. Elliot a accepté sans hésitation. Son deuxième appel était pour Victor Azante. Victor a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix profonde, familière et professionnelle. Elliot, cela fait quelques mois. J'ai besoin d'une expertise complète de la collection, Victor. Tout. Une pause. Tout. Oui. Peux-tu commencer aujourd'hui? Victor est arrivé à midi, vêtu de son pantalon pressé et de sa chemise boutonnée habituelle, portant sa mallette d'expertise en cuir. Il avait parcouru ce garage des dizaines de fois en 15 ans, mais jamais comme ça. Jamais tout à la fois. Ils ont commencé par les bandes dessinées. La première édition scellée de Amazing Fantasy, numéro 15, a suscité la première réaction de Victor, un léger haussement de sourcils. Il a pris des notes soignées, mesurant l'exposition à la lumière, examinant le seau. Puis vint là, les croquis d'Ernie Barnes, toujours dans leur cadre d'origine de la vente de Succession de la veuve. Le stylo de Victor se déplaçait régulièrement sur son bloc-notes. Heure après heure, ils ont parcouru la collection. La Rolex Daytona Vintage brillait sous la loupe de Victor alors qu'il vérifiait son authenticité. Le Beloved signé de Toni Morrison, parfaitement conservé, sa provenance documentée dans les registres méticuleux d'Elliot. Chaque pièce avait une histoire. Chaque histoire était écrite dans le carnet en cuir d'Elliot, date et détails conservés avec une précision de collectionneur. Le deuxième jour les a amenés aux disques vinyles rares, aux cartes de baseball vintage, aux premières affiches de cinéma noir. Victor a maintenu son sang-froid professionnel, mais son silence s'est alourdi à chaque révélation. Il comprenait maintenant pourquoi Elliot avait demandé tout à la fois. Une semaine plus tard, Victor a remis en main propre une enveloppe scellée au garage d'Elliot. Le document à l'intérieur portait l'entête et le sceau officiel de Victor, ses pages remplies de descriptions détaillées et d'évaluations. Sur la dernière page, un seul chiffre se détachait, 7 500 000 $. Estimation plancher conservatrice. Elliot l'a lu 2 fois, puis a appelé Phyllis. Son bureau était frais et organisé, comme son esprit. Elle a examiné les papiers du divorce, la renonciation et l'expertise de Victor avec une attention méthodique. Leur avocat a signé cela sans effectuer d'évaluation, a-t-elle dit, regardant Elliot par-dessus ses lunettes de lecture. C'est leur problème, pas le vôtre. La renonciation est contraignante. Elliot a hoché la tête. J'aimerais vous retenir formellement. Bien sûr. Elle a sorti un contrat déjà préparé. Ce soir-là, Elliot a retrouvé sa cousine Adrienne à leur restaurant habituel. Elle a écouté sans interruption pendant qu'il expliquait exactement ce dont il avait besoin, soutien émotionnel, discrétion et sa présence stable. Rien de plus, rien de moins. Tu sais que je suis là,
a-t-elle dit simplement, couvrant sa main de la sienne un instant. Elle n'a pas posé de questions auxquelles il n'était pas prêt à répondre. Earl Hawke l'a rencontré pour le petit déjeuner le lendemain matin. L'expert en assurance à la retraite connaissait Elliot depuis 20 ans, l'avait vu construire la collection pièce par pièce. Elliot a exposé ce dont il avait besoin, information de fond, enquête discrète, rigueur professionnelle. « Dis-moi juste ce que tu cherches », a dit Earl, son carnet déjà ouvert. Pendant tout ce temps, Elliot a maintenu une normalité absolue à la maison. Il allait au travail, rentrait chez lui, passait du temps dans le garage. Claudette se déplaçait dans la maison comme un fantôme. Leurs interactions se limitaient aux courtoisies nécessaires. Elle semblait soulagée par son apparente acceptation, ne se demandant jamais pourquoi il passait plus de temps que d'habitude dans le garage. Elle n'a pas remarqué les visites de Victor. Elle n'a pas posé de questions sur ses réunions avec Phyllis. Elle avait toujours vu ce qu'elle s'attendait à voir, un homme simple avec un passe-temps sans valeur, acceptant son sort avec la même passivité tranquille qu'elle lui avait toujours attribuée. Après que tout le monde soit parti, après que toutes les pièces aient été mises en place, Elliot s'est assis dans le fauteuil de son père dans le garage. Le document d'expertise de Victor reposait, fermé, dans son carnet, ses implications énormes, et pourtant en quelque sorte légères. Il ne célébrait pas, il réfléchissait. La pièce autour de lui contenait des millions en trésors soigneusement sélectionnés. Chaque pièce choisie avec la sagesse de son père résonnant dans son esprit. Le monde entier est rempli de gens qui ne voient pas au-delà de la surface. Ce n'est pas leur faute, mon fils. C'est ton avantage. Les lumières fluorescentes bourdonnaient doucement au-dessus. Par la fenêtre, il pouvait voir la voiture de Claudette dans l'allée, sa silhouette se déplaçant devant la fenêtre de la cuisine. Elle n'avait jamais demandé une seule fois ce que tout cela valait, ne s'était jamais demandé pourquoi il tenait des registres si soignés, n'avait jamais regardé au-delà de la surface de quoi que ce soit dans cette pièce, ou, comprenait-il maintenant, de quoi que ce soit dans leur mariage. Il était assis dans le calme, entouré de la valeur à laquelle elle avait si nonchalamment renoncé, et pensait à la patience, au temps, à la différence entre ce que les gens montrent et ce qu'ils gardent caché. La cuisine était devenue une danse d'évitement soigneusement orchestrée. Elliot se tenait au comptoir en préparant son café pendant que Claudette finissait son petit déjeuner à table. Aucun ne parlait. La lumière du matin attrapait le bord de son alliance. Toujours là, bien qu'elle signifie quelque chose de différent maintenant. Il a versé son café dans une tasse de voyage, hochant légèrement la tête en la dépassant pour se rendre au garage. C'était leur nouvelle normalité, politesse mesurée, distance prudente, utilisation programmée des espaces partagés. Assis à son établi, Elliot a ouvert son carnet, pas celui de l'inventaire, un nouveau, où il avait commencé à suivre des schémas. Il y a 8 mois, les choses avaient changé. Le changement était subtil au début, comme regarder des ombres s'allonger sur un mur. Claudette avait annoncé son intérêt pour l'immobilier presque nonchalamment pendant le dîner. « Je rejoins un groupe de réseautage de femmes », avait-elle dit en faisant défiler son téléphone. Développement professionnel. Ça se réunit le jeudi. Il se souvenait d'avoir hoché la tête, lui demandant s'il voulait qu'il lui garde à dîner. Elle avait souri, ce nouveau sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux, et avait dit de ne pas s'en soucier. La réunion du jeudi s'étirait de plus en plus chaque semaine. Elle rentrait à la maison portant l'odeur du vin et de l'ambition professionnelle, parlant des tendances du marché et des opportunités de développement. Son téléphone est devenu un compagnon constant, tourné loin de son champ de vision. Elliot a noté les dates, les heures, les petits détails qui semblaient insignifiants à l'époque, mais qui formaient un schéma clair maintenant. Le groupe de réseautage, les retours tardifs du jeudi, la façon dont elle a cessé de partager les détails de sa journée. Puis il y a eu le message vocal. Il y a 3 semaines, son téléphone avait sonné pendant le dîner. Elle l'avait laissé aller à la messagerie vocale, mais le haut-parleur était activé. Une voix masculine, douce et confiante. Claudette, c'est Darius Webb. À propos de l'opportunité de développement dont nous avons discuté. Elle l'avait rapidement réduit au silence, trop rapidement, son sang-froid glissant juste un instant. Elliot avait classé le nom, notant comment elle avait changé de sujet sans accuser réception de l'appel. Plus tard cette semaine-là, il a rencontré Burl pour le déjeuner à leur restaurant habituel. L'expert en assurance à la retraite était déjà installé dans leur box habituelle, le café refroidissant à côté de ses mots croisés. « Comment tiens-tu le coup » a demandé Earl,
mettant les mots croisés de côté. Elliot a remué son café méthodiquement. Je gère. En fait, j'aurais besoin de ton expertise sur quelque chose. Il a gardé un ton désinvolte, juste une autre conversation entre vieux amis. As-tu déjà croisé quelqu'un du nom de Darius Webb dans ton travail? L'expression d'Earl n'a pas changé, mais son stylo a cessé de bouger. Je ne peux pas dire que oui, devrais-je? Juste curieux. Grand gars, peut-être un M88, bien habillé, développement immobilier, je pense. Elliot a livré les détails comme s'ils étaient des réflexions après coup, et non le résultat d'une observation et d'une mémoire attentive. Pendant ce temps, Phyllis avait construit le cadre juridique autour de l'évaluation de l'entreprise. Elle avait appelé hier avec une mise à jour. Le contrat que vous avez obtenu avec Riverside Commercial Property, avait-elle dit, c'était entièrement votre relation, n'est-ce pas? Claudet n'a eu aucune implication. C'est exact. J'ai construit cette connexion grâce à mon travail de maintenance dans leurs autres propriétés. Je l'ai signé moi-même. Bien. Ce contrat représente la majorité de la croissance de l'entreprise au cours des 4 dernières années. Je peux argumenter solidement que la valeur appréciée vous appartient principalement. Elliot a ajouté cela à son carnet. Une autre pièce se mettait en place. À la maison, la danse prudente a continué. Claudette cuisinait des repas élaborés pour une personne, laissant la cuisine impeccable. Elliot mangeait des sandwichs dans le garage, entouré de sa collection. Leur conversation se limitait à la logistique. La facture d'eau est sur le comptoir. Je serai en retard demain. Les poubelles doivent être sorties. Chaque interaction ressemblait à une performance. Tous deux jouant des rôles dans une production que ni l'un ni l'autre n'avait admis être en cours. Mais Elliot observait maintenant, vraiment observait, avec la même attention aux détails qu'il avait appris de son père. 2 semaines après leur déjeuner, Burl a appelé. « Donne-moi un peu de temps », a-t-il dit. « Je te recontacterai. » Ce soir-là, Elliot s'est garé dans son allée. La voiture de Claudette était là, sa silhouette visible à travers la fenêtre de la cuisine. Elle cuisinait de nouveau, probablement quelque chose de compliqué et destiné à une personne. Il est resté assis dans son camion un instant, les mains toujours sur le volant. La maison se dressait devant lui, familière et étrange à la fois, comme une photographie qui a été subtilement modifiée. À l'intérieur, sa femme se déplaçait dans leur espace partagé comme une étrangère, portant des secrets qu'elle pensait encore cachés. Dehors, Elliot observait et attendait, sachant que parfois la partie la plus importante de la découverte consiste simplement à prêter attention. Le moment s'est étiré, rempli du poids des choses non dites. Puis, suivant le scénario de leur chorégraphie prudente, il a attrapé la poignée de sa portière et s'est préparé à entrer. L'enseigne au néon du restaurant bourdonnait faiblement dans la lumière grise du matin alors qu'Elliot entrait dans le parking. Le pick-up d'Earl était déjà là, garé à leur place habituelle près du fond. À l'intérieur, la foule du petit déjeuner s'était éclaircie, laissant des tasses de café refroidies éparpillées et des assiettes à moitié mangées. Burl était assis dans leur box habituelle, une enveloppe en manille sur la table à côté de lui. Il n'a pas levé les yeux quand Elliot s'est glissé sur la banquette en face de lui, a juste poussé sa tasse de café sur le côté et a croisé les mains. « Tu veux la version courte ou la longue ?» a demandé Burl. « Tout », a dit Elliot doucement. Burl a ouvert l'enveloppe et a disposé les documents un par un, comme s'il distribuait des cartes dans un jeu auquel personne ne voulait jouer. Darius Webb, promoteur immobilier de niveau intermédiaire, travaille principalement dans les propriétés commerciales, les développements à usage mixte. Bon pour démarrer des projets, moins bon pour les finir. Le charme est son principal atout, il excite les investisseurs, puis passe à autre chose quand les choses se compliquent. Il a fait glisser un profil LinkedIn imprimé. Photo professionnelle, sourire confiant, historique de travail soigneusement sélectionné. Elliot l'a étudié sans expression. Ces cercles recoupent ce groupe de réseautage que Claudet a rejoint, a poursuivi Burl. Il est un conférencier régulier à leurs événements. Parle des opportunités de marché, des stratégies de développement. Il a fait une pause. Session du jeudi soir. Le document suivant était une photo de médias sociaux, un événement sur un toit-terrasse, des guirlandes lumineuses, des gens bien habillés tenant des verres de vin. Burl a pointé l'arrière-plan. Il y avait Claudet, prise de profil, levant les yeux vers quelqu'un juste hors du cadre. Elle riait,
la tête légèrement rejetée en arrière, une main posée sur le bras d'un homme de grande taille. Elliot connaissait ce rire. Il s'en souvenait de leur début, avant que le garage ne devienne un point de discorde, avant que l'influence de sa mère ne se soit durcie en jugement. Il y a 7 mois, a dit Earl doucement. Le mixé de développement Skyline. D'autres documents ont suivi. Des reçus de cartes de crédit montrant des frais de dîner dans des restaurants haut de gamme. Une réservation de week-end dans un hôtel de charme à 2 heures de route. Enregistré sous OC grave. Des registres de stationnement montrant la BMW de Darius dans le parking à côté du bâtiment du groupe de réseautage. Les jeudis soirs, réguliers comme une horloge. J'ai eu ça d'un ancien collègue qui s'occupe de la sécurité d'entreprise, a expliqué Earl. Il surveille les systèmes de stationnement de certains bâtiments. Il a dit que ce schéma lui a sauté aux yeux. Le dernier document était une capture d'écran d'un fil de messages texte. Earl a hésité avant de le faire glisser. Un de mes contacts a eu ça. Je ne dirai pas comment, mais c'est authentifié. Elliot l'a lu lentement. Le numéro de Darius en haut. Messagerie avec quelqu'un dont le nom était masqué. Dîner avec C encore ce soir. Elle est prête à avancer sur ce dossier. Il faut juste qu'elle finisse de régler la situation avec son mari. Un type nommé Elliot. Entreprise de CVC, collectionneur d'un genre ou d'un autre. Elle dit qu'il ne fera pas de vagues. L'horodatage datait de 3 mois. Elliot est resté très immobile, laissant le poids de tout cela s'installer. La distance prudente, le téléphone tourné, le groupe de réseautage qui se réunissait comme une horloge. Tout cela s'est assemblé en une image qu'il avait soupçonnée mais n'avait pas voulu confirmer. Et voici Darius Webb. Pas une tierce partie involontaire, mais un homme qui savait exactement à quoi il participait. Il y a plus d'informations si tu le veux, a offert Earl. Historique commercial, détail des projets, relations personnelles, mais c'est le cœur du sujet. Elliot a rassemblé les documents avec soin, les remettant en ordre chronologique. Chacun est allé dans l'enveloppe avec une précision délibérée. Ses mains étaient stables. Sa respiration était régulière. Pour quiconque l'observait, il aurait pu être en train d'examiner des documents de routine. « Merci », a-t-il dit simplement. « Tu vas bien ?» La voix d'Earl portait des décennies d'amitié et d'inquiétude. « Je suis exactement là où je dois être, » a répondu Elliot. Il s'est levé, glissant l'enveloppe dans sa veste. « J'apprécie le travail que tu as fait sur ce dossier. » Le trajet jusqu'au bureau de Phyllis a pris 20 minutes. La circulation se déplaçait autour de lui comme de l'eau autour d'une pierre. Il s'est garé, a pris l'ascenseur jusqu'à son étage et a passé la réception avec un signe de tête. Sa porte était ouverte. Phyllis a levé les yeux de son ordinateur alors qu'il entrait. Sans un mot, il a placé l'enveloppe de Burl sur son bureau. Elle l'a ouverte, lisant chaque document avec la même attention méthodique qu'il avait montrée au restaurant. Quand elle a eu fini, elle l'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture et a hoché la tête une fois. Ceci, a-t-elle dit, change considérablement le calcul. La salle de conférence du cabinet d'avocat de Phyllis semblait différente à la lumière du matin. Elliot était assis en face de son bureau, la regardant organiser les documents avec une précision chirurgicale, les preuves de l'infidélité, les rapports d'évaluation de l'entreprise et la proposition de règlement initial que l'avocat de Claudet avait soumise. « Laissez-moi être très clair sur notre position », a commencé Phyllis en tapotant la pile avec un doigt manucuré. Notre État reconnaît l'ajustement de divorce fondé sur la faute. L'infidélité documentée n'est pas seulement une question de jugement moral. Elle affecte matériellement le calcul de la division des biens. Elle a sorti un document de loi surligné. Plus important encore, le moment de ces réunions du jeudi coïncide directement avec la période où votre entreprise de CVC a obtenu son plus gros contrat, un contrat que vous avez négocié de manière indépendante grâce à des relations que vous aviez établies avant le mariage. Elliot a hoché la tête lentement. Le projet de développement Hamilton. Exactement. Ce contrat représente près de 60% de la valeur actuelle de l'entreprise. L'avocat de Claudet a structuré sa demande de rachat en supposant une contribution égale pendant le mariage. Mais avec cette chronologie, Phyllis a étalé les registres de stationnement que Burl avait obtenus, elle minait activement le mariage pendant que vous construisiez son atout le plus précieux. L'interphone a sonné. L'assistante de Phyllis a annoncé qu'Adrienne était là pour voir Elliot. Phyllis a hoché la tête et Adrienne est entrée,
sa blouse d'hôpital encore sur elle après son service du matin. « Je viens de chez Gloria », a-t-elle dit sans préambule. Son visage portait quelque chose qui a fait se redresser Elliot. « Tu dois entendre ça. » Elle s'est assise lourdement sur la chaise à côté de lui. « Je prenais un café avec ta mère quand Sir Jenkins de l'église est passé. Elle a commencé à dire à quel point elle était désolée pour tout, comment elle avait prié pour vous deux depuis qu'elle avait entendu pour la première fois que les choses n'allaient pas. » Elliot a attendu, regardant les mains de sa cousine se tordre. Puis elle a dit quelque chose qui n'avait pas de sens sur le fait qu'elle s'inquiétait depuis des mois. Depuis que Paulette a commencé à dire aux gens aux réunions de l'auxiliaire que Claudette devenait trop grande pour le mariage. La pièce est devenue très silencieuse. Play mène une campagne, Elliot. Discrète, prudente, mais cohérente, disant aux gens que tu freinais Claudette, que tu étais à l'aise avec la médiocrité, que Claudette méritait quelqu'un avec de la vision. La voix d'Adrienne était tendue de colère contenue. Elle sème cette narration depuis des mois lors des événements de l'église, des réunions de famille, partout où les gens voulaient bien l'écouter. Phyllis a émis un petit son de reconnaissance professionnelle. Travail social de fond, créer la sympathie de la communauté avant que le divorce ne devienne public. Ce n'est pas tout, a poursuivi Adrienne. Sir Jenkins a dit quelque chose à propos de Paulette mentionnant ce gentil promoteur qui avait été le mentor de Claudette dans ses projets immobiliers. Ses yeux ont rencontré ceux d'Elliot. Elle savait, cousin. Elle était au courant pour Darius, et elle ne s'est pas contentée de se taire. Elle a aidé à faire paraître cela raisonnable, comme quelque chose que Claudette méritait. Elliot a absorbé cela sans réaction visible, mais ses doigts se sont pressés un peu plus fort contre le bras de son fauteuil. La trahison avait des racines plus profondes qu'il ne l'avait imaginé. Pas seulement le choix de Claudette, pas seulement la participation volontaire de Darius, mais la culture soignée du terrain sur lequel cela avait poussé par Paulette. Il a pris son téléphone. « Qui appelles-tu » a demandé Adrienne. Le révérend Tatum. Le téléphone a sonné 2 fois avant que la voix de basse chaude de Tatum ne réponde. « Elliot, j'avais l'intention de te contacter. »« Révérend, je dois vous demander quelque chose. » La voix d'Elliot était stable. « Après la médiation la semaine prochaine, seriez-vous disposé à organiser une réunion de famille chez vous » Il y eut une brève pause. « Tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi, » a finalement dit Tatum. « Ma maison t'est ouverte. Dis-moi juste qui doit être là. »« Merci » a dit simplement Elliot et a mis fin à l'appel. Il a regardé Phyllis. « La médiation est jeudi. » Elle a hoché la tête. 10 heures. Bien. Il a sorti son carnet, le même qui contenait l'expertise de Victor, les preuves de Burle, tout ce qui comptait. Sur une nouvelle page, il a commencé à écrire des noms. Gloria Grave, Adrienne Taylor, Greta Fontaine, la tante de Claudette, Lonette, Sir Jenkins, le révérend Tatum, tante Marie, tante Patricia. Il a écrit chaque nom avec la même attention soignée qu'il portait au catalogage de sa collection. C'étaient les témoins qui devaient être présents lorsque la vérité serait dite à haute voix. Lorsque le récit soigneusement construit de Play rencontrerait la réalité qu'il avait tenté de cacher. « Es-tu sûr de cela » a demandé doucement Adrienne. Elliot a levé les yeux de la liste. « Certaines choses doivent être dites dans la bonne pièce » a-t-il répondu. « Avec les bonnes personnes présentes pour les entendre. » La maison s'est installée dans les ombres du soir alors que Claudette se déplaçait dans la cuisine, fredonnant doucement. Elle a rangé le dîner qu'elle avait préparé pour une seule personne, essuyant le comptoir avec une efficacité exercée. Demain, c'était jeudi, le jour de la médiation, la fin de ce qu'elle en était venue à considérer comme la période de transition. Son téléphone a vibré avec un texto de son avocat confirmant l'heure, 10 heures précises. Dans le garage, Elliot était assis dans le vieux fauteuil de son père, entouré de la collection que Claudette avait méprisée pendant 12 ans. Les croquis d'Ernie Barnes captaient la dernière lumière à travers la fenêtre. Le The Amazing Fantasy, numéro 15, scellé, reposait dans son étui de protection. La Rolex Daytona Vintage tic-taquait régulièrement dans sa boîte de présentation. Chaque pièce portait une histoire, non seulement de son acquisition, mais de la patience qu'il a fallu pour reconnaître la valeur que d'autres manquaient. Il n'a pas pris les documents de Phyllis ou les preuves de Burle. Cela était prêt. Ce soir ne concernait pas la préparation. Ce soir concernait quelque chose qu'il avait évité, un bilan honnête.
Le carnet en cuir était ouvert sur ses genoux, ses pages blanches. Il a commencé à écrire, pas un inventaire cette fois, mais une lettre qu'il savait qu'il n'enverrait jamais. Claudette, je t'ai aimé. C'est la première vérité. Et il est important que je le dise. Je t'ai aimé à travers les dimanches matins tranquilles et les longues nuits du jeudi. À travers les années où le garage commençait à peine à se remplir, quand tu venais encore parfois à la porte pour demander ce que j'avais trouvé. Je t'ai aimé même en te regardant arrêter de demander. Je n'étais pas un mari parfait. Je vivais parfois trop dans ma tête. J'ai passé trop de soirées à cataloguer des trésors au lieu de construire des ponts. Quand tu as rejoint le groupe de réseautage, je me suis dit que c'était bien que tu trouves ton chemin. Quand tu as commencé à rentrer plus tard, portant un parfum que tu n'as jamais mentionné, tournant ton téléphone loin de moi au dîner, j'ai choisi de ne pas regarder directement ce qui changeait. C'est de ma faute, pas ce que tu as fait, mais le fait que je l'ai vu venir et que j'ai détourné le regard. Tu pensais que je ne te voyais pas. La vérité est que je voyais tout. Je ne voulais juste pas le nommer parce que le nommer signifiait faire face à ce que nous étions devenus. Deux personnes vivant dans des histoires différentes sur le même mariage. Ta mère t'a aidé à écrire ta version. Elle a dit aux gens que je te freinais, que tu méritais plus de vision, plus d'ambition, plus que ce que j'avais construit. Elle n'a jamais compris que construire prend du temps. Que la vraie valeur n'est pas toujours visible de l'extérieur. Demain, tu apprendras ce que vaut la collection. Mais ce chiffre n'est pas le plus important. Le plus important est que pendant 12 ans, tu as vécu avec un homme qui pouvait voir la valeur là où d'autres la manquaient, qui a construit quelque chose d'extraordinaire par la patience et l'attention. Et tu n'as jamais regardé assez attentivement pour voir ce qui était juste devant toi. Je ne te déteste pas. Ce serait plus facile. Je te vois clairement maintenant. Tes ambitions, l'influence de ta mère, ton besoin d'une vie qui semble différente de ce que nous avons construit. Je comprends pourquoi la version du succès de Darius ressemblait à une échappatoire. Mais comprendre n'est pas pardonner. Ce que tu as fait, les mensonges, les réunions du jeudi, la construction soignée d'un récit où j'étais l'obstacle à ta croissance, ce n'était pas grandir séparément. C'était choisir de détruire quelque chose au lieu d'avoir le courage de l'affronter honnêtement. Demain ne sera pas une question de vengeance. C'est une question de correction, de vérité enfin dite dans des pièces où les mensonges ont vécu trop longtemps. Elliot. Il l'a lu une fois lentement. Puis il est allé à l'évier de la cuisine, a craqué une allumette et a regardé les pages se recroqueviller et noircir. Il n'avait pas besoin de l'envoyer. Il avait besoin de le dire. Son téléphone a sonné. Le nom d'Adrienne a illuminé l'écran. Tu vas bien? Sa voix portait toute l'inquiétude qu'elle avait retenue. Elliot a regardé le reste de la lettre se transformer en cendres. Je suis au-delà de bien, a-t-il dit doucement. Je suis prêt. Il a dormi dans le fauteuil, entouré de la collection qui représentait non seulement la valeur, mais la justification. Le matin, il s'est douché et s'est habillé avec un soin délibéré. Le costume qu'il a sorti de sa housse portait encore l'étiquette du grand magasin où il l'avait acheté pour un entretien d'embauche il y a 12 ans. Il n'en avait jamais eu besoin depuis. Ses vêtements de travail étaient des choses confortables et pratiques. Le costume lui allait parfaitement, comme s'il avait attendu exactement ce moment. Par la fenêtre du garage, il pouvait voir que la voiture de Claudet était déjà partie. Elle était partie tôt, probablement pour rencontrer son avocat pour une préparation pré-médiation. Elle pensait encore que la journée d'aujourd'hui était une formalité, la dernière étape d'une sortie propre d'une vie dont elle était devenue trop grande. Elliot a verrouillé la porte du garage, chaque tour de clé délibéré et final. Il est monté dans son camion, ajustant sa cravate dans le rétroviseur. La lumière du matin a attrapé son alliance. Il avait continué à la porter pendant la séparation, non par espoir, mais par habitude. Aujourd'hui serait son dernier jour. Il a démarré le moteur et a quitté l'allée, se dirigeant vers le bureau de médiation. La salle de médiation au 4e étage semblait plus petite que ses dimensions réelles, compressée par un éclairage fluorescent et des murs beiges institutionnels. Une longue table dominait l'espace, sa surface polie reflétant l'éblouissement du plafond. 2 carafes d'eau reposaient intactes, des gouttes de condensation glissant sur leurs parois. Elliot et Phyllis étaient arrivés 15 minutes en avance, choisissant des sièges face à la porte. Phyllis a disposé ses documents avec une précision exercée. Chaque dossier parfaitement aligné,
son bloc-notes positionné à l'angle exact pour des notes rapides. Elliot était assis immobile, l'enseignement de son père résonnant dans son esprit. La patience n'est pas une faiblesse. C'est le fondement sur lequel tout le reste repose. Quand Claudet est entré avec son avocat, James Morrison, son sang-froid était étudié, costume de créateur, cheveux parfaitement coiffés, le genre de confiance qui vient de la conviction que l'on sait exactement comment une histoire se terminera. Elle a à peine jeté un regard à Elliot en prenant son siège, s'arrangeant comme quelqu'un se préparant à un inconvénient mineur plutôt qu'à une négociation qui allait changer sa vie. Morrison a ouvert sa mallette avec panache, extrayant des documents avec l'autorité décontractée d'un homme qui avait fait cela des centaines de fois. « Commençons par le cadre convenu », a-t-il dit, sa voix portant la chaleur répétée de la courtoisie professionnelle. La résidence conjugale est transférée à Madame Grave, Monsieur Grave renonçant à toute prétention sur la valeur nette. Les comptes joints seront divisés à 60/40, reflétant la plus grande contribution de Madame Grave au cours des dernières années du mariage. Il a brassé des papiers, trouvant la section d'évaluation de l'entreprise concernant l'entreprise de CVC. Notre calcul de l'obligation de rachat de Monsieur Grave s'élève à. La main de Phyllis s'est déplacée avec une grâce délibérée, faisant glisser l'expertise notariée de Victor sur la surface polie de la table. L'entête nette du document a capté la lumière fluorescente. Les mots de Morrison se sont arrêtés en pleine phrase. Sa main a saisi l'expertise avec un automatisme professionnel, mais ses yeux ont enregistré la première lueur d'incertitude. Il a lu. Il a posé le document. Ses doigts ont tambouriné une fois sur le bord de la table, un tic qu'il ne savait probablement pas qu'il avait. Il a repris l'expertise. Claudet a observé cette séquence avec une tension croissante. James. Sa voix portait une pointe qu'elle ne pouvait pas tout à fait cacher. Qu'est-ce que c'est? Morrison s'est penché près de sa cliente, parlant dans ce qu'il pensait probablement être un murmure, mais qui portait dans l'air mort de la pièce. La collection, les biens personnels auxquels vous avez renoncé. Elle a été expertisée professionnellement à 7,5 millions de dollars. Claudette est devenue absolument immobile. Son visage a traversé des expressions comme quelqu'un qui zappe. L'incrédulité d'abord, puis un calcul rapide, puis un choc authentique alors que tout le poids de ce à quoi elle avait renoncé s'est installé. Elle a regardé Elliot pour la première fois depuis son entrée dans la pièce. Phyllis a parlé dans le silence, sa voix portant la neutralité précise de quelqu'un qui avait déjà gagné. L'épouse de mon client a signé une renonciation écrite à toute réclamation sur la collection de biens personnels. La renonciation, signée par votre bureau sans expertise indépendante, est juridiquement contraignante. Elle a fait une pause, laissant cela s'installer. Nous sommes ici aujourd'hui pour nous assurer que la division des actifs restants est recalibrée en conséquence. Spécifiquement, l'évaluation de l'entreprise et l'ajustement fondé sur la faute déclenchée par la documentation que je vais maintenant fournir. Les preuves de l'infidélité ont atterri sur la table avec une finalité tranquille. Message texte, photo, registre de voyage, le travail d'Earl, méthodiquement assemblé et juridiquement inattaquable. Le masque professionnel de Morrison a complètement glissé alors qu'il lisait. Son stylo a tapoté contre son bloc-notes. Un autre tic. Il s'est penché pour murmurer à nouveau à Claudette, mais elle ne le regardait plus. Elle regardait Elliot. Elliot a rencontré son regard une fois, le soutenant sans colère ni triomphe. Il l'a regardé avec quelque chose de pire, une reconnaissance complète, la compréhension claire et posée d'un homme qui n'avait plus besoin de se protéger de ce qu'il voyait. Tous ses calculs, son cadrage soigné, ses apparences gérées, ils gisaient exposés sous ce regard, comme des spécimens sous verre. L'heure suivante s'est écoulée en terminologie juridique et en chiffres modifiés. La demande de rachat de l'entreprise s'est entièrement évaporée. La division des comptes joints a radicalement changé. Morrison a tenté plusieurs objections de procédure, chacune mourant sous les citations précises de Phyllis de la loi de l'État concernant les procédures de divorce fondées sur la faute. Claudet a signé l'accord révisé mécaniquement, son stylo se déplaçant sur les lignes de signature comme quelque chose d'automatisé. Sa stratégie de sortie soigneusement construite s'était effondrée sur elle-même, la laissant avec la maison qu'elle voulait, mais sans aucune des fondations financières sur lesquelles elle avait compté pour soutenir son prochain chapitre. Elliot a signé en dernier, sa signature aussi mesurée et contrôlée que tout le reste chez lui. Il n'avait pas prononcé un seul mot tout au long de la procédure. Il n'en avait pas besoin. Les documents parlaient pour lui.
Phyllis a rassemblé leurs documents avec la même précision qu'elle avait montré en les arrangeant. Elle et Elliot se sont levés ensemble, laissant Morrison brassant encore des papiers et Claudet assise très droite, fixant le vide. Dans le parking, la chaleur de l'été ondulant sur l'asphalte, Phyllis s'est tournée vers lui. C'est fait. Elliot a hoché la tête une fois. Il est monté dans son camion et est rentré chez lui. La salle à manger du révérend Tatum brillait de la lumière de fin d'après-midi. La table en acajou poli était dressée pour 6 avec sa plus belle porcelaine. Elliot est arrivé tôt, aidant à disposer les verres à eau et les couverts avec la même précision tranquille qu'il apportait à tout. L'odeur familière de cire au citron et de bois ancien remplissait l'air. Sarah a fait sa tarte à la patate douce, a dit le révérend Tatum en plaçant le dessert sur le buffet. Elle s'est souvenue que c'est la préférée de ta mère. Elliot a hoché la tête, ajustant une fourchette pour un alignement parfait. S'il vous plaît, remerciez-la pour moi. Ils ont travaillé dans un silence de camaraderie jusqu'à ce que la sonnette retentisse. Gloria est arrivée la première, portant sa belle robe bleue et se tenant avec la dignité qui avait façonné le propre maintien d'Elliot. Ses tantes Patricia et Marie ont suivi, leur voix feutrée remplissant l'entrée. Adrienne est venue ensuite, donnant à Elliot une étreinte rapide et féroce qui ne posait aucune question et n'exigeait aucune réponse. Greta Fontaine est arrivée la dernière, ses cheveux argentés sévèrement tirés en arrière, sa posture portant le même acier qui avait fait d'elle la seule diseuse de vérité dans la famille de Claudet depuis 40 ans. Elle a rencontré les yeux d'Elliot directement en entrant, lui offrant la main. « Merci de m'avoir incluse. » Ils se sont installés autour de la table, le révérend Tatum disant le bénédicité avec une éloquence simple. Le premier plat s'est passé tranquillement. Des bols de gombo parfaitement assaisonnés. Du pain croustillant passé de main en main. Elliot a mangé mécaniquement, ne goûtant rien. Lorsque les bols ont été débarrassés, le révérend Tatum a croisé les mains sur la table. Le geste avait du poids. Ce n'était plus un dîner, mais un témoignage. Elliot a parlé sans préambule, sa voix stable et claire. Je vous ai demandé de venir parce que vous méritez la vérité, pas l'histoire qui a circulé. Il a regardé chaque visage à tour de rôle, ses mots mesurés et précis. Il y a 8 mois, Claudet a commencé une liaison avec un promoteur immobilier nommé Darius Webb. Elle l'a rencontré par le biais de son groupe de réseautage. Leur relation était délibérée et continue. La pièce est restée parfaitement silencieuse. Elliot a continué, exposant la chronologie avec la même attention soignée qu'il apportait à ses collections. Les réunions du jeudi soir, les voyages de week-end documentés sous son nom. Les propres mots de Webb se référant à Elliot comme la situation qu'elle est en train de régler. Pendant que cela se passait, a-t-il dit, Paulette disait aux gens que j'étais devenu froid, que je freinais Claudette, que j'étais à l'aise avec la médiocrité. Sa voix est restée égale, mais les mains de Gloria se sont crispées sur ses genoux. Elle savait ce que sa fille faisait et a choisi de préparer le terrain pour cela. Au lieu de dire la vérité. Il a décrit les papiers du divorce, la renonciation à la collection, la révélation de la médiation, non pas comme des accusations, mais comme de simples faits. Quand il a eu fini, le silence a rempli la pièce comme quelque chose de physique. Greta Fontaine était assise les mains croisées, son visage une étude de colère contenue. Finalement, elle a parlé. Play m'a dit que tu étais devenu froid, que tu avais cessé d'essayer. Elle a rencontré le regard d'Elliot directement. J'aurais dû t'appeler directement. Je suis désolé. Elliot a accepté cela avec un petit signe de tête. Il n'avait pas besoin de plus. Gloria a tendu la main sur la table et a couvert la sienne, le geste portant des décennies de compréhension, de force tranquille transmise de parents à enfants. Il a tourné sa paume vers le haut, retournant brièvement la pression. La voix de Patricia portait le poids du jugement familial. Cette fille ne t'a jamais mérité. Marie a hoché la tête en signe d'accord. Adrienne, qui avait observé toute la scène avec des larmes qu'elle ne voulait pas laisser couler, a dit simplement, c'est fini maintenant. Le révérend Tatum s'est levé et a commencé à servir la tarte à la patate douce. La conversation s'est tournée vers des sujets plus légers. Les petits-enfants de Marie, le jardin de Patricia, la demande d'admission à l'université de la fille d'Adrienne. Mais en dessous coulait le courant de ce qui avait été révélé, ce qui se répandrait dans les réseaux familiaux en quelques jours. Le récit soigneusement construit de Play s'effondrerait à sa source. Les personnes dont elle avait cultivé les opinions sauraient maintenant exactement à quoi servait cette culture.
Elle n'aurait aucune réfutation que quiconque dans ce cercle ne recevrait. Lorsque les assiettes ont été débarrassées et les adieux dits, Elliot a ramené sa mère chez elle à travers des rues violettes de coucher de soleil. Ils ont roulé principalement en silence, la radio jouant un jazz doux qu'aucun d'eux n'entendait vraiment. La petite maison de Gloria semblait chaleureuse et accueillante, la lumière du porche déjà allumée contre l'obscurité grandissante. Avant de sortir, elle s'est tournée vers son fils. « Ton père serait fier. » Elliot est resté assis dans l'allée, regardant jusqu'à ce qu'elle soit en sécurité à l'intérieur avant de repartir dans la soirée. 16 mois plus tard, Elliot se tenait à l'entrée du centre culturel Grave, regardant la lumière du matin entrer à flot par de hautes fenêtres orientées à l'est, tout comme l'ancien bureau de la décharge de son père à 3 pâtés de maison de là. Les parquets en bois dur poli brillaient, reflétant des vitrines remplies de trésors soigneusement sélectionnés. Chacun racontant sa propre histoire de valeur cachée à la vue de tous. L'espace sentait la peinture fraîche et le vieux papier. Une combinaison qui semblait exactement juste. Des étagères du sol au plafond bordaient la salle de lecture, ancrée par ces rares premières éditions qu'il avait gardées de la collection, leur dos droit et fier derrière un verre de protection. Les croquis d'Ernie Barnes étaient accrochés en bonne place, obtenant enfin le public qu'il méritait. Il avait vendu 6 pièces par le biais du réseau de galeries de Victor au cours de la dernière année. Chaque vente méthodique et précisément chronométrée. Le The Amazing Fantasy, numéro 15, scellé, est parti le premier, puis la Rolex Daytona Vintage, suivi de 4 autres articles soigneusement choisis. Victor avait tout géré avec sa compétence tranquille habituelle, s'assurant que chaque pièce trouve le bon acheteur à sa pleine valeur marchande. Les recettes avaient été plus que suffisantes pour acheter ce bâtiment, financer la rénovation et établir une fondation d'exploitation. Les gens ont commencé à arriver pour l'ouverture officielle. Adrienne est entrée avec sa fille Maya, maintenant âgée de 17 ans et se dirigeant vers l'université Howard à l'automne. Maya avait été l'une de ses premières élèves du samedi, assise sur ses chaises pliantes pendant qu'il leur apprenait à vraiment regarder les choses. Pas seulement les voir, mais les comprendre. Cet endroit est magnifique, a dit Adrienne en le serrant fort dans ses bras. Maya a hoché la tête en signe d'accord, gravitant déjà vers la vitrine contenant les premiers enregistrements de jazz et les programmes de concerts vintage. Le révérend Tatum est arrivé dans son costume du dimanche, se tenant avec la même dignité qui avait ancré ce dîner 16 mois auparavant. Il donnerait la bénédiction sous peu, ces mots portant le poids de l'approbation de la communauté qui comptait plus que toute certification officielle. Gloria est entrée vêtue de sa plus belle robe, la violette foncée qu'elle gardait pour les occasions spéciales, et a pris sa place au premier rang. Ses yeux brillaient de larmes non versées, mais son sourire ne portait que de la fierté. Elle l'avait regardé construire cela pièce par pièce, sans jamais se presser, sans jamais douter. Les élèves du cours du samedi sont entrés, 14 adolescents qui avaient passé des mois à apprendre à voir ce que les autres manquaient. Ils se sont rassemblés autour de la table d'enseignement où Elliot avait disposé de nouveaux articles pour évaluation. Un poudrier en argent terni d'une vente de succession. Une partition avec une signature estompée. Une petite peinture assombrie par l'âge. « Rappelez-vous ce dont nous avons parlé » a-t-il dit doucement. « Regardez au-delà de ce qui est évident. Faites des recherches avant de réagir. Laissez la pièce vous raconter son histoire. » Ils se sont penchés en avant, carnet prêt, visages attentifs. Ces enfants comprenaient quelque chose de précieux maintenant. Que la valeur n'est pas toujours visible en surface. Que la patience révèle ce que la hâte manque. La pièce s'est remplie progressivement. Victor est venu, bien sûr, hochant la tête en signe d'approbation devant les vitrines qu'il avait aidé à concevoir. Burl est arrivé avec sa femme, portant un cadeau de pendaison de crémaillère emballé qu'Elliot ouvrirait plus tard pour trouver un système de catalogage vintage, exactement ce dont la salle de lecture avait besoin. Il a entendu des bribes de conversation sur Claudette parfois. Comment elle vivait toujours dans leur ancienne maison mais avait du mal avec l'hypothèque maintenant que le rachat de l'entreprise ne s'était pas matérialisé. Comment le projet de développement de Darius Webb avait calé après que cet investisseur clé se soit discrètement retiré, entendant d'une manière ou d'une autre parler de sa conduite par des canaux non officiels. Comment on ne les avait pas vus ensemble depuis que les documents de médiation avaient fait surface avec son nom attaché. Mais ces histoires appartenaient à une autre vie. Cet espace, cette pièce lumineuse avec ses trésors et ses étudiants et son avenir, c'était son véritable héritage de Robert Grave. Son père lui avait appris à voir la valeur là où d'autres ne voyaient rien. Maintenant, il transmettait cette même leçon.
Il a regardé Maya expliquer à un autre élève comment authentifier une signature, ses mains douces sur la partition. Deux garçons se penchaient sur le poudrier en argent, utilisant leur téléphone pour rechercher la marque du fabricant. Une fille dans le coin avait déjà identifié l'artiste de la petite peinture et documentait soigneusement ses découvertes. Ils apprenaient. Ils voyaient. Ils perpétuaient ce que Robert Grave avait commencé dans ce bureau de la décharge à 3 pâtés de maison de là. Gloria a croisé son regard depuis son siège au premier rang et a souri, ce petit sourire entendu qu'il avait soutenu à travers tout. Il lui a souri en retour, sentant la justesse de ce moment, de ce lieu, de cette continuation de la philosophie de son père. La pièce bourdonnait de buts et de possibilités. Elliot se tenait à sa table d'enseignement, entouré d'élèves enthousiastes et de trésors soigneusement préservés, et ressentait quelque chose qu'il pouvait nommer sans effort. Entier. Claudet a gardé la maison. Elliot a gardé tout le reste.